Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition. Les titres. Aider les enfants des professionnels des médias décédés désireux d'embrasser le monde de la presse à travers l'octroi des bourses d'études universitaires. C'est dans ce cadre que l'ESAE et la CENTRAP Bénin signent un partenariat ce mardi 17 septembre. Les précisions dans cette édition. Le chef de l'État, Patrice Talon, reçut en audience au palais de la Marina une délégation des femmes leaders politiques conduite par Huguette Bokbe Nyakadja, présidente de l'Institut national des femmes. Ce lundi 16 septembre, elle s'est exprimée au terme de leurs échanges. En France, la procédure de destitution du président Emmanuel Macron a été validée par le bureau de l'Assemblée. Des précisions de ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir. L'École supérieure d'administration de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, CENTRAP Bénin, ont procédé dans la matinée de ce mardi à la signature d'un accord de partenariat visant à octroyer des bourses d'études universitaires pour aider les professionnels des médias et les enfants des professionnels décédés qui désirent s'engager dans le monde des médias. Le reportage est signé Anaël Dohou, Nassirine Fatouli. C'est acté. Le partenariat entre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et le syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public du Bénin, CENTRAP Bénin. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias ainsi que de leur progéniture. Ce partenariat vient pour aider nos collègues qui veulent aller en formation, mais aussi pour aider les collègues dont les enfants veulent aller en formation, ou encore les collègues qui sont allés à la retraite, ou les collègues qui sont nos collègues défunts dont les enfants doivent aller à l'école. Nous n'avons pas grand-chose à leur donner, mais nous pouvons leur offrir cette opportunité-là de pouvoir se faire former, de pouvoir aller à l'école. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. En faisant ça, nous sommes en droite ligne avec le travail qu'un syndicat doit faire, parce que le syndicat travaille pour les conditions de vie et de travail. Ce partenariat, non seulement ça va permettre aux agents d'être beaucoup plus actuels, de renforcer leurs capacités, mais aussi ça pourrait participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, simplement parce que ça pourrait leur permettre de scolariser leurs enfants. Pour la cause, ESAE s'est engagé à accompagner le projet. Quand on a commencé par exercer le métier, il n'y avait pas de smartphone, et il n'y avait pas un certain nombre de technologies aujourd'hui qui rivalisent sérieusement, pour ne pas dire qui enterrent aujourd'hui tout ce que nous avons appris par le passé, qui remettent en cause totalement tout ce que nous connaissons par le passé en matière de journalisme. Mais le seul moyen que nous avons de nous mettre au goût du jour, de nous adapter, c'est la formation. C'est cette belle inspiration que le SG a eue de se rapprocher de l'École supérieure d'administration et d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel pour mettre ensemble ce que nous avons en commun, la vocation d'abord du métier et la volonté de former les cadres de notre maison mère, l'OETB,
afin de la rendre meilleure, afin qu'elle soit toujours à l'avant-garde de tous les challenges aujourd'hui à l'ère du temps. Ce partenariat qui vient à point nommé réjouit les professionnels de la télévision nationale. Je tiens une fois encore à vous remercier, DG, et à remercier le syndicat de l'ORTB qui a marqué un grand point dans sa dynamique de défense des droits des travailleurs de l'ORTB, de la SRTB. Désormais, les professionnels des médias désireux et leurs proches pourront poursuivre leurs études à l'école de l'excellence ESAE. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience une délégation des femmes leaders politiques ce 16 septembre. À suivre dans cet élément, Huguette Bokwenya-Kadja, porte-parole de la délégation. Nous lui avons fait part de quelques perspectives de poursuite des réformes qui permettent une représentativité plus grande des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais surtout, l'accent a été mis sur l'ambition que nous nourrissons au sujet de l'envergure que nous voulons donner aux rencontres intergénérationnelles et de l'idée de faire de ces rencontres intergénérationnelles un véritable creuset de réflexion, de partage d'expériences, mais surtout d'ancrage à l'institution de la Nyonkogi, aux Amazones, à la réhabilitation de la reine Rangbe, pour que nous ayons une source identitaire par rapport à l'exercice du pouvoir politique féminin traditionnel qui en fait existe depuis plus de 5 siècles. Et il faut ici rendre à César ce qui est à César, en précisant que cette initiative a été l'idée de la vice-présidente de la République et nous accompagnons cette initiative. Nous étions avec elle l'année dernière, nous sommes encore avec elle cette année et vraiment le chef de l'État nous a non seulement félicité, mais encouragé et nous a partagé avec nous des idées qui pourraient nous aider à renforcer l'envergure de ces assises et en faire même un outil allant jusqu'à la formation des jeunes femmes qui veulent entrer en politique. Alors il faut retenir les 19, 20 et 21 et savoir que les 19, 20 et la matinée du 21 seront consacrés vraiment aux communications, mais surtout aux échanges. Et le point culminant sera la célébration de la Gani de la Nyonkogi dans l'après-midi du 21 septembre. Le président de l'Agence nationale pour l'emploi NPE était l'hôte de Abdelkader Achirou sur l'émission L'invité de ZAE-TV le dimanche 8 septembre dernier. Hubert Amigbeji a évoqué à l'occasion la contribution de la structure qu'il dirige pour la promotion de l'emploi au Bénin, indiquant au passage que le taux du sous-emploi au Bénin avoisine les 72%. Hubert Amigbeji souligne que ce chiffre provient de statistiques de l'Organisation internationale du travail et du Bureau international du travail. On l'écoute pour plus de précision. Vous savez, la question du taux de chômage amène, quand on donne le taux, amène à des polémiques inutiles. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises à nos concitoyens les tenants et aboutissants de ces différents taux qui sont des taux standardisés au plan international, c'est-à-dire la comparabilité. On calcule les taux de la même manière au Bénin qu'on le calcule aux États-Unis, en France, de manière à permettre au BIT, le Bureau international du travail, de pouvoir donner des statistiques comparées. Ce que je dois dire, c'est que le Bénin ne souffre pas d'un problème de chômage, mais d'un problème de sous-emploi. C'est plutôt cela qu'il faut dire. Le sous-emploi au Bénin est un peu élevé. Nous avons un sous-emploi de 72%, qui fait que la majorité des jeunes béninois n'ont pas l'emploi qu'ils désirent ou le salaire qu'ils méritent, mais ont des emplois ou des revenus parfois en dessous de ce qu'ils auraient espéré au regard de leurs compétences ou du travail qu'ils font. Et donc, 72% de nos compatriotes se retrouvent dans cette situation et c'est cela qui est important dans notre pays contre lequel nous devons lutter. Faire en sorte que le plein emploi, ce que nous appelons l'emploi décent, puisse permettre à chacun de jouir de ses efforts
et de travailler en fonction de ses compétences. C'est le problème que nous avons fondamentalement au Bénin, le problème du chômage, parce que le chômage, dans sa terminologie, dans sa définition, signifie quelqu'un qui ne travaille pas du tout, je veux dire, ne fait rien du tout, n'a pas d'autres revenus. Vous savez, vous pouvez être journaliste, mais parce que vous n'avez pas trouvé un emploi de journaliste, vous faites un travail, prenons le Zémidjan par exemple. Celui-là vous dira qu'il est au chômage. Mais en réalité, nous, dans nos statistiques, il n'est pas au chômage. Ce n'est pas quand on fait son emploi, l'emploi pour lequel on a un diplôme, une compétence, qu'on va dire qu'on n'est pas au chômage. Même quand on fait autre emploi, quel qu'il soit, on est travailleur, on est en activité. Et c'est cela qui crée la polémique, parce que ce monsieur, qui est journaliste, qui a de grands diplômes, mais parce qu'il n'a pas pu se caser dans une rédaction et qu'il est obligé de faire des émédiants, n'osez pas lui dire qu'il travaille. Il vous dira « je suis au chômage ». Et c'est le malentendu que nous avons avec nos compatriotes en général sur la notion du chômage et la notion du travail. Aujourd'hui, l'État a mis en place un certain nombre de structures et d'outils pour les y aider. Mais nous devons aller beaucoup plus loin que cela. Aujourd'hui, il faut remarquer que dans la formation des jeunes, inclut absolument l'entrepreneuriat. C'est indispensable et cela est prévu dans la loi cadre sur l'éducation. De manière à ce que tout jeune qui sort de l'université ou de formation puisse déjà avoir les notions d'entrepreneuriat avant de finir ses études. Pourquoi? Parce que sur 100 personnes qui travaillent au Bénin, 80 sont dans l'entrepreneuriat. Seulement 20 sont des salariés, c'est-à-dire qui travaillent pour autrui. Mais 80 travaillent pour eux-mêmes. Et donc, le marché est essentiellement constitué d'auto-employeurs. Alors, on ne peut pas aller sur ce marché les yeux fermés en croyant que l'emploi se retrouve uniquement dans l'emploi salarié. Et ça, on doit le dire à tous les jeunes, quel que soit le diplôme qu'ils ont, en leur disant, oui, vous avez un diplôme en marketing ou en finance ou en autre chose ou en diplomatie, vous pourriez trouver de l'emploi pour 20% de chances dans des entreprises qui vous recrutent, mais si vous ne trouvez pas, vous devez être en mesure d'en créer parce que 80% des travailleurs sont des auto-employés. Le cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement a démarré ce 17 septembre. La session 2024. Pendant 2 jours, le CANEA, aux côtés de Caritas Bénin, va élaborer le plaidoyer pour l'accès durable à l'eau potable à moindre coût aux populations en milieu rural au Bénin. Et le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage est signé Olafami Francis. Sont réunis ici des membres du cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement, ainsi que ceux de l'organisation Caritas Bénin. C'est aujourd'hui que commence la session 2024 du CANEA, occasion d'élaborer le plaidoyer pour l'accès durable à l'eau potable à moindre coût aux populations en milieu rural au Bénin. La session de ce jour a pour objectif d'engager les membres du CANEA dans ce plaidoyer que nous avons commencé avec Caritas Bénin pour l'accès durable des populations à l'eau et surtout les populations les plus pauvres. Une session qui compte parmi ses partenaires l'organisation catholique Caritas Bénin. Étant très avancé dans le domaine et ayant toutes les informations possibles, alors on a essayé de pouvoir avoir un mémorandum d'entente pour accéder au plaidoyer. C'est en ce sens que c'est à eux que l'étude a été confiée. Et donc cette étude se fera avec les notes et se validera ce jour avec les notes de politique et notes d'information et pour enclencher les actions de plaidoyer que nous voulons faire. Plusieurs activités sont inscrites à l'ordre de cette session 2024 du CANEA. Il s'agit entre autres de définir les stratégies de mise en œuvre du plan de travail du CANEA, valider le rapport de l'étude sur l'état des lieux de la mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'approvisionnement en eau
en milieu rural au Bénin. Démarré ce 17 septembre, l'édition 2024 de la session du CANEA prend fin demain 18 septembre 2024. Ouverte le 11 septembre dernier, la grande conférence des femmes pasteurs appelée leaders d'église s'est achevée le 13 septembre dernier au bout de 3 jours de travaux à la grande satisfaction des organisateurs et participants. Le récit est signé Carles Kitome. La branche des femmes a organisé avec notre aide cette conférence pour pouvoir vraiment impacter les femmes. Organisateurs et participants se réjouissent de la tenue de ces assises. Yes, today is the last day of this program and I'm glad to say that indeed we have achieved our aim because this is a call for women to rise up and take their responsibilities in their homes. So and I see women excited and that means we have done well today. But I know something about Benin Republic, that this nation was founded with women warriors. I had stories. I visited Dansa last year and they told us stories of the woman king and the warrior. I said to myself, this is a woman, but she rose up in her time and victory came to Benin. Then spiritually we can do the same. We can call women up to actually rise up and shine. My wife is here and some of the members of our church is here. Women are here and also men are here. Even the people that are playing the instruments are my members. La première édition de la grande conférence des femmes pasteurs, appelées et leaders des églises du Bénin, a abordé des thèmes édifiants. Quand nous parlons de la valeur de la femme, ce n'est pas nécessairement l'extérieur. Mais quand nous voulons parler de la valeur de la femme, c'est d'abord à l'intérieur. C'est l'intérieur qui s'extériorise. Donc on a vu que la femme qui se valorise doit d'abord connaître son identité. Comme Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas te valoriser. Et nous avons cité quelques points pour aider une femme, pour reconnaître une femme qui a de la valeur. C'est une femme, comme je dis, qui connaît son identité. C'est une femme qui fait confiance en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes échouent parce qu'ils se confient aux hommes. Pas seulement le mari, mais tu vas voir une femme qui est là, mais elle compte sur son oncle, elle compte sur telle personne. Si tu veux avoir de la valeur, compte d'abord sur Dieu qui t'a créé. À la fin de cette conférence, les participants s'engagent à partager le fruit de ces rencontres avec les autres femmes des églises locales. Au deuxième jour de l'atelier d'élaboration de l'argumentaire de plaidoyer national contre les violences basées sur le genre initié par l'Alliance Droit et Santé, les participants ont été entretenus sur les données statistiques du fléau au Bénin. Dr Nassirou Kassoumou Aharou, directeur général de l'OFE, en parle ici. Le ministère des Affaires sociales a pu mettre en place un système d'information et de collecte de données, je crois, dont la fiabilité ne fait plus de doute. Et nous avons partagé avec les participants à cet atelier les données statistiques de la période allant de 2019 à 2024 avec des séquences triennales pour essayer de voir si, à la lumière des données statistiques de routine, administratives de routine que nous avons, et nous confirmons ou pas l'étude de référence sur les violences basées sur le genre qui a eu lieu en 2022. Et je crois qu'on a pu constater que les données que le système intégré des données relatives à la famille et l'enfant permet aujourd'hui de générer sont bien en phase avec les principaux résultats de l'étude sur les violences basées sur le genre. Résultats selon lesquels aujourd'hui, au niveau du Bénin, nous avons une prédominance des violences verbales et psychologiques et de l'autre côté un recul des violences physiques et sexuelles qui peut se justifier par l'ensemble des mesures mises en place par l'État et ses partenaires pour lutter contre les violences basées sur le genre. Le plaidoyer est une décision que l'on prend pour atteindre un objectif lié à un problème. Aujourd'hui, les violences basées sur le genre constituent des problèmes de santé publique, des problèmes de développement, mais également des problèmes de sécurité. Et donc, pour pouvoir faire un plaidoyer, pour développer des actions de lutte, pour une prise en charge holistique des violences basées sur le genre, il est important d'en connaître les différentes manifestations. Il est important d'avoir les données statistiques actuelles sur le phénomène afin de voir
les axes de plaidoyer à développer pour agir sur le phénomène. Plus de 94 000 cas de violence basés sur le genre enregistrés entre 2020 et 2023. Un tableau statistique noir, des chiffres alarmants et inquiétants qui interpellent et appellent à l'action. Zakat Latoudi, présidente de l'UPMB, Gloria Sounou, slameuse et psychologue junior, et Jonathan Capo, animateur radio, s'engagent à œuvrer dans ce sens. L'intérêt pour un journaliste de participer à cette activité-là, c'est déjà un renforcement de capacité. Parce qu'il est important d'actualiser nos connaissances et ce genre de rencontre permet d'avoir de nouvelles informations et aussi d'améliorer nos niveaux d'information sur différentes problématiques. Les violences psychologiques viennent en tête au rang des violences basées sur le genre. Malheureusement, ce ne sont pas des violences qu'on peut facilement démontrer et qui font beaucoup plus de dégâts, surtout chez la personne humaine. Et c'est vraiment l'occasion d'être mieux informés, c'est l'occasion également pour nous d'avoir des éléments qui pourront nous aider à faire davantage de production dans notre rôle d'acteur de médias à travers notre mission d'information, de sensibilisation et d'éducation de la communauté. Et informer la communauté passe par plusieurs sortes de réalisations qu'on peut voir dans nos différents médias. Nous allons nous donner beaucoup de tâches dans les réalisations, dans la descente, surtout des émissions à Tchakpodi, c'est comme ça nous l'appelons dans nos jargons. Donc les émissions à Tchakpodi avec les populations, faire comprendre aux populations elles-mêmes la situation. La véracité des violences, ce que ça gâte de leur propre vie et de la vie de leur progéniture. Donc, pour qu'ils sachent que la lutte ne sera pas seulement la lutte des GUF ou des guichets uniques de protection sociale ou bien de l'Institut national de la femme ou bien ministère de la famille. C'est chacun, tout acteur, toute personne physique doit œuvrer pour que ces genres de violence soient bannis des rangs de nous. En fait, moi je pense que tout passe aussi par le changement de mentalité, tout passe aussi par l'éducation. Et ce que nous faisons ici, et plusieurs pères d'ailleurs le font, en termes d'activités, de messages et tout, je pense bien que ces personnes qui pensent que la violence est une bonne chose, c'est l'heure de savoir que la violence est sanctionnée par la loi. Et la violence à l'endroit de n'importe quelle cible n'est pas vraiment tolérée et ce n'est pas une bonne chose parce que il ne faut pas aussi faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc violenter, je pense que c'est pas bien et il est temps d'arrêter, il est temps de changer de mentalité pour qu'on évolue. Le projet Participe Odel et Réforme ont organisé les 12 et 13 septembre dernier la première édition du Salon des investissements privés dans les communes au Palais des Congrès de Cotonou. L'initiative était bienvenue et éveille toutes les parties prenantes sur les perspectives du développement économique des communes. Le reportage est signé Carles Kitome. Le salon a atteint ses objectifs parce que justement, les mairies se sont rendues compte qu'il y a des chantiers à ce niveau-là sur lesquels elles doivent travailler. Et c'est là l'un des objectifs que nous visions à travers ce salon. L'atteinte des objectifs des organisateurs se joint à celle des exposants qui ont compris qu'ils doivent prospecter davantage. Et ce salon m'a éclairé. Ça m'a permis de comprendre tout ce qui se passe au Bénin, au sein des communes. Il a fallu ce salon pour que les camps qui doivent se donner la main pour le développement des collectivités puissent se voir, se parler. Les communes participantes, quant à elles, au terme de ce salon, s'engagent à travailler pour une meilleure présentation de leur potentiel. Les communes qui sont arrivées ici, vous avez vu avec quel engouement, quelle dextérité, elles pensaient vanter leur commune. Mais avec les interventions, nombreuses ont compris qu'il restait beaucoup encore
à faire. Et s'il n'y avait pas eu ce salon, et c'est dans cela que, au nom de mes pairs, nous témoignons toutes nos reconnaissances en direction de participer. Juste 2 jours pour ouvrir la porte de nouvelles perspectives de développement économique pour les communes. Actualité hors de nos frontières, des tirs ont retenti tôt ce mardi matin dans la capitale du Mali. Un bâtiment de la gendarmerie malienne et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visés. Une base d'où sont lancés les drones de l'armée. Le GENIM, groupe soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, a revendiqué cette attaque. Les autorités, quant à elles, ont rassuré que la situation était désormais sous contrôle. Mais les affrontements ont repris en début d'après-midi à l'aéroport. Les vols prévus ce mardi matin ont été annulés jusqu'à nouvel ordre et l'accès à l'aéroport est temporairement restreint, ce afin de prévenir tous les risques, selon un communiqué du ministère des Transports. Selon les témoignages recueillis, plusieurs morts sont à déplorer et des dizaines de blessés ont afflué dans plusieurs hôpitaux de la capitale. Quant à l'armée, elle mène actuellement des opérations de ratissage et de demande aux Bamakois d'éviter le secteur. En France, je l'annonçais en titre, le bureau de l'Assemblée nationale a validé ce mardi 17 septembre la procédure de destitution du président français Emmanuel Macron déposée par une partie des députés du Nouveau Front populaire. Alors que la France attend son nouveau gouvernement depuis 2 mois, le NFP estime que le chef de l'État mène un coup de force antidémocratique. En donnant le feu vert à la procédure de destitution de Macron, la majorité de gauche au bureau de l'Assemblée nationale a fait le choix d'un détournement de la règle de droit, a estimé la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Autre information hors de nos frontières, rien ne justifie la punition collective infligée par Israël à la population de Gaza qui subit une souffrance inimaginable, a dénoncé ce lundi 16 septembre le secrétaire général de l'ONU dans un entretien à un média international décrivant les morts, les destructions, la faim, les maladies que subit le territoire assiégé. Pour rappel, depuis le début de la guerre en octobre 2023, plus de 41 personnes sont mortes dans la bande de Gaza. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'attention. Très bonne soirée à toutes et à tous.